à tous. Je m'appelle Julien Benayoun et je suis designer et cofondateur de l'agence Bold avec William Boujon, que j'ai rencontré à l'ESSAD de Reims. Ça, je vais raconter ça. Alors, on ne s'est pas passé le mot, mais il va être beaucoup question de rencontres aussi dans mon parcours. Et c'est intéressant toujours de faire ce genre de présentation et d'avoir un moment un peu rétrospectif comme ça, qui permet de se rendre compte de pas mal de choses. Donc ça, c'est en très accéléré le parcours. Donc finalement, ça a commencé avec un bac art appliqué, où j'ai un peu testé de l'architecture, du stylisme. Je ne sais pas si dans l'assistance, certains sont passés par ce bac-là. Et après, par mes propres moyens, alors qu'on était plutôt incité à aller dans les écoles parisiennes, du Perret, Olivier de Serres, etc., que j'ai trouvé l'ESSAD de Reims, dans laquelle j'ai postulé et je suis rentré. Et la ligne qu'on voit, c'est finalement une année, c'est l'année de 4e année, en 2007. Ça fait 10 ans que je suis sorti de l'ESSAD, qui a été très très importante finalement pour la suite, où les rencontres capitales se sont faites. Et finalement, c'est l'année où j'ai pas mis les pieds, quasiment pas les pieds à l'école. Mais c'est l'école qui a permis aussi toutes ces rencontres-là. Donc ça a commencé par des stages. J'adorais faire des stages. J'ai fait beaucoup de stages pendant mon cursus. Et ensuite un workshop entre un stage et 6 mois en Erasmus aux Pays-Bas, pour après conclure sur le design, sur le DNSEP. Projet personnel. Et puis après, on va découvrir... Donc c'est une sélection un peu de projets, évidemment. Et on passe assez rapidement, mais... Après, il y aura toutes les questions. Donc, un stage déterminant, ça a été stage en 2007 chez Mathieu Le Hanner. C'était mon 2e stage chez lui, parce que le premier, c'était bien passé. Donc, on a continué. Parce que l'été, j'aime bien faire des stages. J'aimais bien faire des stages. Et c'était intéressant parce que à l'époque déjà, il travaillait sur plein de sujets différents. De la pièce unique, de la pièce de galerie avec des artisans, ou de la pièce plus... techniques, technologiques, avec des centres. Par exemple, là, je ne sais pas si vous connaissez ces projets, mais il y a donc Andrea, qui à la base s'appelait Bel Air, pour une exposition au laboratoire. Et l'Âge du Monde, donc des urnes faites avec l'eau d'Aiello à Valoris. Et c'était intéressant comme ça de jongler entre différents projets. Alors je ne me rappelle plus ce que j'ai fait en stage, ce que j'ai fait ensuite en tant qu'assistant. Mais voilà, il y a une espèce de rencontres et d'expériences comme ça qui ont été très enrichissantes. Entre le stage et Erasmus, on nous a demandé de revenir à l'école pendant une semaine, je crois, pour faire un workshop avec une ergonome. Donc pour réaménager, je pense, l'espace cuisine. Et ensuite, donc avec William, avec qui on avait commencé à être amis, pendant nos années précédentes, on a décidé d'aller à l'ACI, une académie d'art et de design, dans une section qui allait mourir. C'était la dernière année qu'il y avait la section qu'ils appelaient architecture, mais qui était plutôt design, donc à Enschede, aux Pays-Bas. Et c'est là-bas qu'on a, on peut dire, appris l'anglais aussi, qui a été très utile, encore jusqu'à maintenant, très utile pour la suite. Alors je suis parti repiocher des photos qu'on avait faites d'un petit livre. En fait, on avait demandé de faire comme un rapport d'Erasmus. Donc ça, c'est les photos d'archives dans ce livre qui nous avait permis, finalement, on avait un programme, on devait suivre les cours en Erasmus. Et on a très vite décroché avec l'accord des profs, parce qu'ils voyaient qu'on était plutôt assez hyperactifs, on va dire, et on traînait beaucoup dans les ateliers. Donc on a en fait testé, c'était une grosse académie, il y avait beaucoup d'ateliers, beaucoup d'équipements et des savoir-faire qu'on n'avait pas forcément à l'ESSAD. Donc par exemple, on a appris à couler de la porcelaine. On a voilà, donc plein de petits projets, micro-projets sont nés comme ça. On a appris à travailler la mousse polyuréthane bicomposant, alors quelque chose qui pue un peu, mais on en avait l'occasion, on a quand même testé. Il y avait un sujet aussi autour du Recoflex, qui est un matériau composite à base de produits plutôt recyclés, de déchets, et qui sert aujourd'hui notamment pour les tapis dans les gymnases, des choses comme ça, pour amortir. Et on en a fait donc pas mal d'expérimentations, là je ne vais pas m'étaler, pour proposer un tabouret qui synthétisait un certain nombre de nos constats sur ces matériaux-là. Donc c'est ce qu'on voit
les petits tabourets juxtaposés. Donc je passe vite. Ensuite, donc c'était nos premiers. Je sais plus ce que je mettais. Finalement, aux Pays-Bas, ça a été un peu un test avec William, savoir si on était capable de travailler en commun sur des projets. Donc c'était nos premiers projets communs. On a beaucoup discuté, on a beaucoup cherché notre place aussi dans le duo. C'est là qu'a commencé à germer dans la tête de William l'idée de s'associer. Et ensuite, quand on est rentré en 2007-2008 à l'école, on a travaillé chacun sur nos projets de mémoire et de diplôme, très très différents. Et finalement, aujourd'hui, on voit aussi qu'on a une complémentarité dans notre travail. J'ai toujours été assez naïf par rapport au design au début. Mes études, je traînais pas mal avec les BTS ACI, assistant création industrielle, pendant que je faisais mon bac. Et je pensais que le design, c'était génial et que ça sauverait le monde. Et je voulais sauver le monde avec mon projet de diplôme. Donc Laurence Moderly, je pense, qui est toujours à l'école, m'avait donné plein de conseils très très judicieux et de regarder autour de moi déjà, au lieu d'aller peut-être au bout du monde pour régler des problèmes comme un héros. Donc j'ai commencé à regarder autour de moi et à vraiment ouvrir les yeux. Et de fil en aiguille, à travers une enquête qui a été mon mémoire au sein de ATD Carmont de Reims, puis d'Emmaüs. C'est dommage, j'ai qu'une image, mais je vais un peu en parler quand même, c'est important. J'ai fini à Paris, donc dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, surtout pour les femmes. Et c'est avec le centre de Laumière que j'ai particulièrement travaillé pour réfléchir à la notion de finalement donneur d'ordre, qui va acheter ce que je vais produire, et au final, en bout de course, qui va l'utiliser. Donc c'était intéressant, de manière assez empirique, j'ai commencé à mettre en place ce qu'on appelle beaucoup le design thinking, des choses comme ça, des itérations, aller voir les gens avec ce que j'avais fait moi dans ma chambre, voir ce qui allait évidemment pas parce que je regardais ça avec mes propres yeux qui étaient complètement faussés. Et finalement, le diplôme était une intention, donc cette enquête, des maquettes, des échantillons comme ça d'une unité plus intime, plus sécurisée, parce qu'il faut savoir que c'est des chambres souvent partagées de gens qui soit ne se connaissent pas, soit ne s'entendent pas particulièrement. Donc il y avait un travail de recherche, de discussion et de comment chacun pouvait retrouver un peu d'intimité, de sécurité, donc dans ce projet qui s'appelle Faites comme chez vous. Je passe vite, je pourrais y revenir. Et William qui a travaillé avec un artisan, un souffleur de verre en Dordogne, qui s'appelait Lionel Faure et qui donc a fait un travail vraiment sur la forme, la transformation de la matière verre, avec pas de moule, des contraintes en métal, fraisées, en laiton, etc. pour faire cette collection comme ça de pièces, de vases ou autres. Donc cette idée, en 2007, je disais, a commencé à germer Bold, mais on avait besoin d'expérience, on avait envie aussi d'expérience. Moi, j'avais un boulot qui m'attendait chez Mathieu Lehanner, et William, qui avait vraiment adoré les Pays-Bas, a décidé d'y retourner quelques années, donc à Rotterdam ce coup-ci. Et il a travaillé entre autres pour Thomas Libertini. Vous connaissez peut-être son travail, notamment les vases en nid d'abeille, enfin pas nid d'abeille, mais en alvéole, merci, en alvéole faite par les abeilles. Donc démarche très expérimentale, frontière art et design. Suite à ces expériences, donc moi j'étais déjà à Paris, Mathieu Lehanner, j'ai travaillé un an au sein de son bureau. William est rentré et on a décidé d'essayer de chercher un petit bureau. Et on a rencontré, une rencontre déterminante, Frédéric de Beauvoir qui s'occupe d'un lieu qui s'appelle Le Sang Espace Établissement Culturel Solidaire à Paris dans le 12e arrondissement, et il y avait un espèce de stock comme ça, un bloc technique, ancien bloc qui abritait le moteur du monte-charge du bâtiment, qu'on a décidé un été de complètement retaper et transformer en atelier, donc sur mesure, qui faisait 12 mètres carrés. Je crois que c'est notre projet qui a le plus communiqué, où finalement on était, alors c'était assez drôle, c'est une anecdote, mais sur Design Boom, on a été en 2010, je sais pas, parmi les 5 projets d'architecture les plus communiqués, avec des grands buildings gratte-ciel
à Hong Kong, etc. Donc c'était très très bizarre et très rigolo, sachant que le projet a dû coûter 1000 euros, vous pouvez imaginer. Donc ça nous a bien servi pendant quelques années. Pareil, il y a juste cette image-là, c'est très mystérieux, mais il y a plus de choses sur Internet. Et finalement, c'est compliqué de travailler avec un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, même si tout le monde aimerait, même s'ils aimeraient beaucoup travailler avec des designers et des équipes comme ça. Et c'était un peu moins difficile immédiatement, plus à notre portée, d'aller retravailler avec des artisans. Donc on a rebondi sur le projet de diplôme de William et on a développé une petite collection d'objets uniques avec ce même souffleur de verre. Et on a commencé, et en fait on n'avait pas d'argent pour faire ce projet, donc on s'est dit qu'on allait faire d'autres projets pour avoir de l'argent pour faire ce projet. Et on a commencé à voir un peu, à délimiter les frontières de notre activité. Même si on est deux, donc le noyau dur, enfin 2 personnes, on était 3 au début avec une ancienne aussi de Reims, mais qui est partie à l'ENSI par la suite, donc qui est restée peut-être quelques mois avec nous. Et donc le studio, c'est des activités comme ça qui se nourrissent les unes les autres. L'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement des entreprises, start-up, plus grosses entreprises établies. On travaille avec elles sur du produit, des objets connectés, la scénographie, aménagement d'espace. À côté de ça, parce que c'est important et ça nous fait plaisir, on a ce qu'on appelle un petit laboratoire où là on va plus avoir une pratique libre. On va tester des outils, des matériaux, etc. Et c'est des choses qu'on va pouvoir après rebalancer dans les projets et dans les commandes et qui parfois génèrent des projets en eux-mêmes. Et la transmission, donc les conférences, des workshops, parfois de l'enseignement. Et on assiste quand on nous le demande à des jurys de diplôme, entre autres. Donc il y a la partie commande, mais il y a la partie aussi toujours, un peu comme on nous l'a appris à l'ESA de Reims, une envie personnelle et puis à développer. Donc là, c'était, je pense que c'était en réaction notamment, ce projet-là, à un coup de main qu'on avait filé à une galerie anglaise d'installation d'exposition avec des objets tous très 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 lourds. Et quand on doit porter plein d'objets comme ça pour les mettre en place, voilà. C'est autre chose que voir des images sur Instagram. On est vraiment confronté à la matérialité de l'objet. Et donc, ce contre-pied-là, ça a été un objet, un luminaire en aluminium, Tyvek et LED, extrêmement léger. Donc, ce qu'on voit là, la plus grande mesure de 2,60 m sur 80 cm et pèse 1 kg. Et c'est un projet qui a été soutenu du coup par le VIA. Et ça, il y a toujours de toute façon aussi cette notion d'expérimentation. On nous demande souvent, quand on dit qu'on est designer, ce qu'on fait comme objet. Enfin déjà, ce qu'on fait des objets et ce qu'on fait comme objet, on a beaucoup de mal à répondre. Ou quel matériau on utilise, parce qu'en fait, on n'a pas de matériau de prédilection, on n'a pas de type d'objet de prédilection, c'est vraiment en fonction des demandes et en fonction des envies. Alors il y a aussi les ponts, donc les rencontres et les ponts, c'est-à-dire qu'on a utilisé le Tyvek, on a rencontré par l'intermédiaire du VIA une entreprise qui s'appelle Chenel International et qui développe leur propre papier, type de papier, et surtout qui ont les outils pour les transformer. Et on avait rencontré, on avait utilisé cet outil-là pour développer le luminaire plume, et on a eu une commande de scénographie, et on a recontacté cette entreprise pour la faire participer à cette exposition, à cette scénographie. Donc là, c'est les panneaux blancs qu'on voit tendus, qui ont été dessinés par une graphiste, qu'on a rencontrée aussi à l'occasion de ce projet-là. Et on a travaillé avec d'autres artisans dans le numérique, donc des jeunes artisans parisiens et designers, de la Nouvelle Fabrique qui s'occupait du fraisage d'une matière qui s'appelle le valchromate, qui est du médium teinté dans la masse, et Figuras Fondo, qui travaille la découpe et la gravure laser et qui nous a réalisé les cartels dans les tubes en carton. Donc par rapport au concept aussi qu'on avait mis en place, avec un budget très très faible et des partenaires qu'on nous avait d'un côté imposé, d'autres qu'on avait dû chercher. On a essayé de raconter une histoire, donc là sur une exposition qui mêlait graphisme et objets, où on a cette impression visuelle de panneaux comme ça déroulés qui viennent faire les socles de mise en valeur des objets. Encore un pont, finalement, on continue. Cette matière-là, finalement, elle avait été achetée ou alors donnée gracieusement, je ne me rappelle plus, par le fabricant. Et une fois qu'on avait ces panneaux-là qui avaient été quasiment pas touchés, simplement gravés de ces motifs, on a décidé de les réutiliser pour pour générer un nouveau projet qui a donné une petite collection de tables d'appoint.
avec ce même artisan et son même outil de transformation. Alors, les projets naissent de demandes souvent, et parfois ils peuvent être très personnels, mais il y a une demande à la base. Donc là, c'était... alors, vous vous rappelez de la porcelaine coulée pendant notre session Erasmus. Ça nous a permis de participer à une exposition créée par Design Boom et d'aller, je pense, à Londres et de rencontrer Florian Dussault, qui est designer de son côté, lui qui a adoré Londres, qui s'installe à Londres et qui nous a invités quelques années plus tard à participer à une expérience qui s'appelait Design Exquis, sur le principe du cadavre exquis. Et finalement, un objet un peu banal était confié à un premier designer qui s'en inspirait pour faire un projet. Le projet de ce designer-là était confié à un deuxième, etc., etc. Donc nous, on a eu un détecteur à mauvaises bactéries pour bac à sable, et on a voulu donc extraire des choses et prendre le contre-pied donc, de cette démarche un peu hygiéniste, et travailler avec des bactéries dans le sable, les bactéries finalement qui nous aidaient à réaliser le projet, et qui en fait sont élevées par une grosse entreprise qui s'appelle Sol Étanche Bachy, et qui élève des bactéries qui créent des ponts de calcium entre les grains de sable pour des chantiers, des choses comme ça. Alors la grosse chance qu'on a eue aussi, c'est qu'on leur a raconté notre petite histoire mignonne avec, en fait, c'est un kit de fabrication de souvenirs in situ. On s'inspire des formes géologiques d'un endroit, on utilise le sable local, et en fait c'est un concept, on l'a pas, même s'il y a eu pas mal d'intérêt, on l'a jamais développé, parce que se servir dans les plages c'est mal, on manque de sable, donc c'était vraiment plus une réflexion. Sur le local, sur ce que c'est un souvenir, etc. Et puis la déconnexion qu'il peut y avoir sur des souvenirs qui ont été réalisés très très loin et qui sont ramenés dans un pays qui n'a pas vraiment de sens. Donc là, on le fabrique en utilisant comme ça ces bactéries. On a raconté l'histoire à Sol Étanche Bachy, qui, on est bien tombé. Ces derniers, voilà, ils ont accepté de nous ouvrir les portes du laboratoire et nous expliquer leur processus. Et on a fait ce projet-là qui était très drôle à développer et qui a eu un peu de communication. Retour à Reims, vous connaissez sans doute le bar éphémère du centre Saint-Exupéry. Donc ils nous ont proposé de réfléchir à un bar éphémère. Et on a commencé et on a travaillé avec Brice Martin-Graser, qui est un ancien de l'ESSAD de Reims, qui travaille chez Rudibord aujourd'hui, et qui fait du design graphique génératif, beaucoup, du code créatif, comme il dit, et il nous a développé 7 jeux spécifiquement pour ce projet-là, basés sur les jeux d'arcade. Donc en fait, c'est voilà, un bar autour duquel on a 2 bornes qui se font face, 2 équipes. On est obligé d'être à plusieurs pour jouer. Et l'idée, c'était, alors là, j'ai pas l'image, mais d'avoir vraiment un mur des high scores, et que pendant le mois, je pense, ou je sais plus combien de temps, le projet a été actif, que les gens essayent de s'affronter, comme on pouvait s'affronter au billard ou au flipper. Donc on a commencé à mettre un petit peu d'interaction dans des installations éphémères comme ça. On nous a demandé de faire la scénographie d'une exposition pendant la Paris Design Week par le collectif 1992, collectif qui est assez lié aussi à l'ESSAD de Reims, pour une exposition qui s'appelait Design Porn, #DesignPorn. Et on a créé un espèce de non-espace. On est en partenariat avec Target. Target, il se trouve que dans leur référence, ils avaient ce lino vert, et qui permettait de reproduire comme un studio de cinéma, photo, météo, et finalement de complètement le supprimer en temps réel, et de faire sortir que les objets et de faire sortir les visiteurs comme ça sur l'écran. Donc il y avait 2 salles avec l'écran dans chaque salle. Et je vais dire autre chose là-dessus. Et on a travaillé avec Plastac, Plastac, qui sont 3 designers multimédia, objets et graphisme, typographie, qui ont développé une dizaine de petites vidéos sur les thèmes liés aux différents objets, et qui tournaient comme ça, et donc le public était incrusté avec les objets dans ces vidéos. C'est aussi, il y avait #DesignPorn, c'était aussi évidemment essayer de créer de l'activité sur les réseaux sociaux, ce qui a aussi un peu marché. Et en fait, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la scénographie, on n'en a pas beaucoup fait à l'ESSAD. Nous, c'était vraiment plutôt objet. On a mis le pied dedans grâce à Véronique Maire, qui
d'ailleurs a suivi le projet de William, projet de diplôme, et qui nous avait proposé un jour de travailler sur une scénographie de salon professionnel. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler à cette échelle-là. Et finalement, la conjonction des deux, objet et espace, se sont retrouvés dans un projet pour le laboratoire. Donc c'était un lieu art-sciences qui était à Paris, finalement qui est plus qu'à Boston maintenant, qui avait été fondé par David Edwards, qui est un scientifique et prof à Harvard, donc qui est américain, et qu'on avait rencontré pendant mes années chez Mathieu Lehanner. Et finalement, quand on s'était installé en tant qu'agence, avait fait appel à nous pour leur filer un coup de main sur la scéno, pour imaginer le scénario et l'histoire de cette scénographie, de cette expérience, parce qu'il parle d'expérience plutôt qu'exposition, avec un compositeur et professeur au MIT, et de réfléchir aussi. Donc là, on avait travaillé aussi sur... finalement, c'était toujours de la méditation, du bien-être, de la voix, de la vibration. Donc on avait créé des espèces de cocons et un circuit individuel, parce qu'on allait du commun vers l'individuel, et on ne le voit pas trop là. Mais il y a des balances de lumière qui font qu'on peut complètement être caché ou dévoilé, etc., vraiment comme un petit cocon. Donc on avait d'une part travaillé l'espace et d'autre part développé l'orbe avec donc le MIT qui avait commencé à travailler en interne sur une espèce de petite sphère récupérée en verre. Et là, la question était de trouver le bon matériau, de trouver sur des questions aussi de vibration. Il y avait un peu de technologie dedans. Et en fait, alors l'idée de cet objet-là, donc c'est un objet qui n'a pas vraiment de précédent, auquel on ne peut pas trop comparer à quoi que ce soit, mais qui est une espèce de petit œuf, de petite sphère qui vibre au son de la voix. Donc il y avait une composition qui avait été faite par le compositeur qui s'appelle Todd McOver. Qu'on suivait pas, etc. Et finalement, là, les vibrations s'adaptaient à notre chant, à ce qu'on disait, etc. Une expérience qui durait 7 minutes et qui était censée, comme ça, nous plonger dans un espèce d'état, un peu de détente, qui était assez différent pour chaque personne aussi. Et c'était intéressant de lier donc, un peu la partie technologique amenée par le MIT. Et là, on a travaillé, parce qu'on s'était rappelé de nos expériences pareilles en Erasmus à l'Aki, de coulage céramique porcelaine, qu'on avait adoré, vraiment c'est une technique qu'on adore, et on avait travaillé là avec une manufacture à Limoges qui avait accepté de nous accompagner sur ce projet-là. Alors, je refais un pont encore, parce qu'il n'y a que ça. Ce projet-là, c'était un projet assez rapide, où finalement le côté, les volumes, les formes, etc. étaient assez importantes, et au 100 de rue de Charenton, quand on descendait au rez-de-chaussée, on tombait sur Doud, qui est une jeune start-up, une entreprise française qui fait des imprimantes 3D depuis 2012, je pense. Et on discutait, on rediscutait. Finalement, au début, ça a commencé en tant que prestataire d'une agence de design de manière très traditionnelle. On leur faisait des fichiers, ils nous les imprimaient. Et ça a été notre premier contact avec cette technologie-là, vraiment pour du prototypage rapide, sachant que cette pièce-là, c'est un peu le contraire de ce qu'il faut faire avec l'impression 3D. Il n'y a pas de surface plane, c'est tout rond, etc. Mais c'est pas grave parce que le but finalement de cet objet-là, c'était pas d'être imprimé en 3D, c'était d'être moulé en porcelaine, donc il y avait d'autres contraintes. À force de discuter, finalement, comme nous on fait de l'accompagnement et du design produit, on a décidé de les aider à développer une nouvelle machine qui aurait plus sa place dans les bureaux d'architecture, de design, dans les écoles, sachant qu'avant c'était, alors je ne sais pas si vous connaissez tout ça, les RepRap, etc. C'était des bouts découpés à la laser, des bouts imprimés en 3D, il y en a encore ici, des câbles partout, etc. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de beaucoup plus propre, clean et industriel pour pouvoir s'adresser à notre public aussi. C'était finalement notre deuxième contact avec l'impression 3D, le dessin de cette machine, qui nous a après permis, comme on a toujours fait, d'expérimenter cet outil pour ce qu'il est, avec des questions très naïves et très basiques à la base. Est-ce qu'on peut imprimer cette forme-là dans ce sens-là, etc. Ce qui à chaque fois après a généré des projets ou des projets dans les tiroirs qui seront développés dans le futur. Donc là, c'était un projet. Donc d'abord, c'était un tube, une paille, qui après est devenu un stylo. Après, quitte à faire un stylo, on s'est dit que l'impression 3D, comme il n'y a pas besoin de mouler, il faut juste un fichier 3D, on peut générer des fichiers 3D à la demande. Comment on fait pour générer un fichier 3D différent l'un de l'autre? Donc on utilise des plugins, des logiciels de 3D liés à du paramétrique. Donc là on a travaillé avec une autre personne qui nous a développé sur le scénario qu'on avait mis en place
ces nœuds-là, qui nous permettaient aussi d'expérimenter encore forme, fonction, personnalisation, usage, etc., etc. On a continué les expérimentations, on s'amuse encore beaucoup, on s'est beaucoup amusé, ce qui donne à chaque fois, chaque nouveau test donne 10 nouvelles idées. Et alors, d'ailleurs, non, du coup, ce qu'on voit en bas à droite, c'est des premières expérimentations poilues, d'ailleurs je vais en reparler, qui se sont retrouvées, qu'on avait fait pour l'exposition Design Porn, qui étaient vraiment les toutes premières expérimentations dans ce sens-là d'impression 3D poilue. On cherche donc avec William, depuis le début on travaillait donc 3 puis 2. On a appris à travailler ensemble au fil des années et on cherche toujours des formules, voilà, d'essayer de trouver d'autres choses. Je vais essayer d'aller vite là. Et on s'associe à l'ergonome en fait qu'on avait rencontré en workshop entre notre Erasmus et notre stage et on a créé l'agence Tools, une agence de design centrée utilisateur, donc avec l'ergonomie en direct. Notre premier client, ça a été un médecin qui finalement développait une machine dans son garage et qui avait besoin d'un ergonome pour travailler le dimensionnement, que les genoux ne tapent pas dans la partie en métal, etc. Et finalement, on lui a fait complètement une refonte, un redesign de sa machine pour que ça s'adapte beaucoup plus à l'univers, au contexte dans lequel ça devait aller. Et puis en plus que ça dépasse finalement la demande initiale. En fait, il avait vraiment besoin d'un designer presque plus que d'un ergonome. Et on a monté une équipe on a un peu complexifié le projet dans le sens où il a pris de plus en plus d'ambition. On a travaillé avec des développeurs d'applications, etc. Donc c'est un objet connecté qui permet de... Bon, je ne vais pas m'étaler, on pourra en reparler après. Et donc là, on rentrait dans le dur aussi, où il fallait vraiment... on s'attache généralement pas qu'à la peau des objets, on va vraiment dedans sur le fonctionnement. On travaille avec les bureaux d'études, etc. pour toutes les parties électroniques, les fonctionnements. Là, il y a des rails, ça coulisse, etc., etc. Il faut que ça soit connecté à une application, etc., etc. Finalement, Bold était entre parenthèses. On se remet sur Bold à plein temps avec William, fort de ses expériences avec l'ergonomie. Et en fait, on a une opportunité. On nous propose de travailler avec un fabricant de filaments d'impression 3D, avec Doud, qui fabrique des machines, et puis au sein du Tech Shop. Donc on était comme ça, 4 parties à travailler sur un projet. On ne savait pas ce que ça donne. On expérimente, on teste. Petite parenthèse quand même, on a fait la machine donc Next Motion et on a rencontré un photographe sur l'inauguration de notre atelier, de notre petit bureau sur le toit, qui des années après qu'il a suivi notre travail, on s'est suivi, on est devenus amis, qui a travaillé dans une entreprise qui s'appelle Photocabine, qui cherchait à développer une borne originale pour eux, etc. Et finalement, il nous a proposé, il nous a mis en relation et ça a donné une collaboration, cette borne photo événementielle. Donc pareil, même démarche, maquette. Alors au Tech Shop, je peux en reparler aussi, c'est un atelier de fabrication de 2000 m² avec des machines semi-professionnelles ou professionnelles. On peut expérimenter, on peut tester, on peut maqueter. Et je parlais d'accompagnement, une présence attentive à chaque stade, dans le prototypage, dans les tests utilisateurs, pour les matériaux, etc. Au Tech Shop aussi, finalement, on en a un peu marre parfois de rester trop derrière l'ordinateur. Donc on avait ces machines superbes à portée de la main, comme une découpe jet d'eau, et qui nous a permis finalement aussi d'accepter et de concevoir et de fabriquer ces supports comme ça de communication pour un festival, pour le festival 12-12, un festival d'art sociétal créé par le 100 établissement culturel solidaire qui nous avait accueillis dans notre premier bureau. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait tout est un peu lié. Les fameux poils, donc pareil, naïvement, est-ce qu'on peut faire un poil avec cette machine? Oui, on peut, donc c'est les prémices, mais finalement on n'est pas satisfait par le matériau lié à la technique, et on commence à travailler avec un autre type de filament, qui est un filament lié avec des fibres naturelles, et ça commence à avoir complètement un autre aspect, et le projet commence à raconter complètement autre chose. Et finalement, il a été vu sur les réseaux sociaux, enfin les premières expérimentations ont été vues par une galerie à Miami qui nous a commandé une collection de vases pour voir comme ça, pour tester. Donc ça nous a permis de retravailler le projet et qui a donné une première petite collection comme ça de vases qu'on appelle poilus et qui sont bruns, blonds et roux en fonction du bois ou de la matière qui est utilisée, noix de coco, bambou ou bois clair.
On continue les prétextes qui nous amènent des projets. Je me dépêche, je crois qu'il me reste 8 secondes. On a, chez Mathieu Lohaneur, j'ai rencontré Pierre Favresse, qui est devenu directeur artistique d'Habitat et qui a fondé le Design Lab d'Habitat. Et on lui a proposé, nous ça faisait 1 an qu'on travaillait l'impression 3D, on lui a proposé un scénario autour de l'impression 3D pour le lab. On a injecté des notions de design paramétrique. Finalement, on proposait aux gens de choisir leur typologie d'objets, leur dimension, leur matière qu'on avait nous présélectionnées. Il y avait environ 8 couleurs et matières qu'ils pouvaient choisir et on leur faisait sur place leur objet. Donc ce qui court-circuitait un peu le circuit habituel, on va dire, designer, création, éditeur, avec des temps qui sont très longs, des investissements, etc. Et là, finalement, un objet peut être dessiné le lundi, prototypé le mardi et puis commercialisé le mercredi. Et là, on faisait un peu tout le même jour, même la même heure finalement au sein du lab. Donc ça a donné ces premières petites collections d'objets. Parmi les quelques contraintes qu'on avait, il fallait que ce soit quand même des objets assez simples et facilement compréhensibles. Bon voilà, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a fait une collection de boîtes qui peuvent avoir différents usages. C'est intéressant parce que finalement, il n'y avait pas 2 boîtes qui étaient censées se ressembler. Mais pour les contraintes de l'éditeur, à un moment donné, on nous dit bon, il faudrait que vous nommiez ces boîtes, il faudrait que vous nous donniez les dimensions, il faudrait que vous nous donniez les prix, ce qui contredisait complètement le projet. Donc ça donnait lieu à des discussions assez intéressantes sur ce que c'est la distribution et la production aujourd'hui. Retour au Tech Shop, on pose une machine avec les dudes, on travaille avec l'équipe aussi, les experts du Tech Shop, plus spécialisés bois ou impression 3D, etc. Et on entame ce partenariat, cette recherche avec OWA qui fait des filaments recyclés recyclables à base de pot de yaourt. Et au début, c'est juste de l'expérimentation. Et dans nos carnets de croquis en 3D, on va dire, parce que finalement, on passait très vite au test en fait. On avait une idée et on l'a testé très vite sur la machine. Ça a donné lieu à des dentelles comme ça en 3D sans support. Donc là c'est vraiment des objets qui sont destinés à être au final imprimés en 3D. Donc on utilise l'outil pour ce qu'il est et on utilise 100% de la matière utilisée. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on développe une espèce de mini-expertise sur cette technique là et maintenant on vient aussi nous chercher pour des projets qu'on a fait ou qu'on pourrait faire avec cette technique là. Pareil, on continue à monter les équipes, à agrandir, on fait appel à des électroniciens, parce qu'il y a cette idée comme ça d'enceinte connectée qui apparaît. C'est un projet qui arrive un peu à l'envers, en fait. On n'a jamais demandé de dessiner tel type d'objet. On a commencé à expérimenter la matière, un peu comme le tabouret en Recoflex ou des choses comme ça. Et puis après, finalement, progressivement, de réunion en réunion, de réflexion en réflexion, un objet se dessine. Premier prototype avec des haut-parleurs qu'on a récupérés, des choses comme ça. On teste aussi l'usage. Donc on ne le manipule pas forcément comme un haut-parleur traditionnel. Cette cloche-là, elle n'est pas simplement décorative, mais elle sert aussi vraiment à manipuler le son et l'objet directement. Et finalement, le projet a vraiment plu aux partenaires. Et aujourd'hui, donc il a décidé d'aller plus loin, donc de créer un Kickstarter. Donc Kickstarter qui aujourd'hui a été financé, donc ce qui fait que c'est une nouvelle aventure qui démarre et là il va falloir maintenant le fabriquer vraiment, faire vraiment un réel produit et on est censé les livrer en décembre, mais voilà, donc on verra à suivre. On n'est pas, alors vous avez peut-être vu, on ne fait pas trop de mobilier, on ne travaille pas avec des éditeurs, mais comme on fait des jurys, on rencontre des designers qui nous proposent, qui nous parlent de leurs projets à eux. Notamment cette ces créations de maisons d'édition qui s'appelle Kataba, qui est sur les circuits courts, travaille avec l'artisanat, etc. Et localement, en fonction des régions, tel ou tel savoir-faire. Et ils nous ont demandé de réfléchir à quelque chose, puis en fait de réfléchir à un tabouret, puis en fait de réfléchir à un tabouret en tôle, puis en fait de réfléchir à un tabouret en tôle superposable pour le salon, parce qu'ils n'avaient pas de tabouret, parce qu'ils n'avaient pas de tôle, et parce que ça permettrait d'en avoir plus dans le camion. Donc on a réfléchi, donc c'était intéressant, parce que là il y avait une demande, quand même un brief, un besoin. Et on a développé du coup assez rapidement ce tabouret qui a été vu au sein de Now Le Off, donc pendant la Paris Design Week, je confonds, et finalement qui a été vu par un créateur en devenir d'un café parisien qui voulait les tabourets dans son café. Et du coup ça a été un prétexte pour dessiner la table de bistrot, dessiner des patères et étoffer la collection. Et donc aujourd'hui on dessine notre premier café parce que il y a quelques mois j'ai fait un jury à Lyon et qu'on a discuté dans un TGV.
Voilà, et c'est souvent comme ça, toujours comme ça, et je pense que ça s'arrête là. Et il y a une petite flèche parce qu'on est assez actif, notamment sur Instagram, qui est assez simple d'utilisation et très immédiat. Donc, pour voir toutes les nouvelles fraîches, c'est par ici. Merci beaucoup.